Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radioverse, la radio du multiverse. Ce soir, on pousse une porte. Pas une grande porte gothique avec des gargouilles polies par la pluie, non, une porte plus ordinaire, celle d'une maison de banlieue, d'une chambre d'enfant, d'un motel au bord d'une route, d'une bibliothèque municipale, d'un lycée américain où quelque chose déjà respire sous le parquet. Ce soir, nous entrons dans le royaume de Stephen King. Un royaume où les monstres ont des crocs, parfois, mais portent plus souvent un uniforme, un sourire de voisin, une mémoire d'enfance ou une douleur mal renfermée. Chez King, l'horreur ne tombe pas du ciel, et comme nous non plus ne tombons pas du ciel, c'est avec mon comparse, Chris, que nous explorons cet univers. Alors, Chris, comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va très très bien, merci Mathieu. Je suis ravi de revenir pour cette deuxième émission consacrée à Stephen King. Tu te noteras, je n'ai toujours pas dit le nom de l'émission, King Size, que tous nos éditeurs doivent connaître, malgré que ce soit la deuxième édition. Alors aujourd'hui, nous allons nous plonger vers un roman de Stephen King, son deuxième, parce que c'est la deuxième émission, nous faisons très très fort, qui s'appelle Salem. Alors Chris, que peux-tu nous dire de ce roman ? Est-ce que tu peux nous faire un résumé bref de l'histoire ? Alors pour le résumé, je vais être bref, effectivement. C'est l'histoire d'un écrivain qui écrit plutôt des romans de genre, mi-polar, mi-horrifique, qui retourne dans sa ville natale, qui s'appelle Salem, oh là là, quelle surprise, c'est le nom du livre, pour y trouver l'inspiration et écrire son prochain roman. Il veut tourner autour de l'histoire d'un espèce de manoir inquiétant qui vient au sommet de la ville dans lequel quelqu'un se serait suicidé dans d'étranges circonstances. Et le roman démarre comme ça, donc avec son retour dans cette ville, dans la ville de son enfance. Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu vas ajouter quelque chose ? Alors je suis à moitié d'accord, parce que le nom de la ville s'appelle Jérusalem-Lot. Salem, c'est le diminutif que les noms donnent. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote qui est assez drôle sur les. Alors, j'ai entre les mains l'une des premières éditions françaises de Stephen King, Salem, chez Pocket. Et en fait, visiblement, l'auteur de l'illustration du livre n'a pas lu le livre, puisque est représentée une sorcière de Salem dessus. C'est formidable quand même. Hein. C'est quand même une sorcière. Si tu as un livre, on dit qu'est-ce qu'elle a dans les mains ? En fait, elle tient un carnet noir avec un symbole de sorcière, de franc-maçon, un triangle de franc-maçon dessus, et ce qui n'a rien à voir avec les vampires. C'est assez drôle. Donc, la preuve qu'en France, on est capable de faire n'importe quoi. D'accord, c'est du jument foutisme. C'est quoi ça ? C'est les années 70, 80 ? C'est Même pas. Le dépôt légal est de 88. Ah ouais, d'accord, la honte quand même. Mais c'est bien, bravo. Voilà, dépôt légal 88, et moi, c'est une réimpression que j'ai, c'est 2000. Donc, entre 88 et 2000, il y a personne chez Pocket qui ont lu le roman. C'est pas beau, tout ça ? Mais ça c'est quand même horrible, quand même. Hein. C'est quand même incompréhensible que ce soit... franchement, ça me choque. Non, mais par contre, l'illustration est très belle. Il n'y a rien à redire. Hein. Mais effectivement, ça va pas ensemble. Voilà, ouais. C'était la petite anecdote. Sympathique. Voilà. Ça aurait pu aller pour un roman Charmed. Pourquoi pas, oui, effectivement. Mais après, voilà. Bon, revenons à nos moutons, le roman en lui-même. Alors, Salem, qui est l'histoire... Alors, c'est un peu un trope chez Stephen King, c'est-à-dire la petite cité où avec tout le monde se connaît, où l'espèce d'ensemble périurbain, où des villes de moins de 4000 habitants, avec leurs petites maisons bien rangées, leur école, leur cathédrale, leur église. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément chez Stephen King. Et puis là, ce qui est amusant, arrête-moi si je me trompe, c'est que là, on a affaire à quelque chose qui va arriver très souvent, c'est-à-dire le mal qui s'infiltre peu à peu et qui ne se déclare au final que quand il est trop tard. Alors, c'est amusant, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Je suis d'accord que le mal qui est décrit dans le livre, c'est-à-dire le vampire, hein, on va pas maintenir le suspense plus longtemps. C'est un livre sur un vampire. Donc je suis d'accord que ce mal-là, quand tout le monde le comprend, il est trop tard pour réagir. Par contre, je pense que un mal plus insidieux bouffe la ville
Et c'est ce qu'il décrit dans la première partie. C'est-à-dire que pour moi, cette ville, c'est la quintessence du village où tout le monde se bouffe, où tout le monde se hait, entre guillemets, où tout le monde ment, où tout le monde cache des trucs et vomit sur les autres dans le confort de leur salon douillet. Pour moi, le mal, il était déjà là avant même que le vampire arrive. Ah, donc tu vois le vampire comme une punition de ce mal ou comme un résultat de ce mal, c'est-à-dire? Ah, alors ça, non, je pense pas, hein. Je pense que juste il a été attiré par cette ville, on va dire un peu, j'allais dire dégueulasse. Alors c'est un terme un peu fort, mais par cette ville qui est déjà fantôme, hein. Euh, Ouais. Elle est fantôme à la seconde où il arrive. Tu te dis cette ville est morte. Et il s'est dit ben voilà, le vampire s'est dit ben ce sont des victimes parfaites, parfaites. Mais je pense pas. Après, dans une analyse un peu chrétienne, etc., on peut se dire, ben voilà, le vampire, c'est la punition que Dieu envoie à ses pécheurs. Mais moi, j'irai pas jusque-là. Pour moi, ce sont des victimes parfaites parce que la ville est morte dès le début. Et, je vais spoiler un peu, on le voit dans certaines adaptations dont on parlera en deuxième partie. Oui. Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord parce que je trouve que toute la population n'est pas morte et n'est pas punissable comme c'est souvent le cas hein, dans beaucoup de livres. Le méchant se fait, enfin le méchant. L'être humain, l'humain qui est noir se fait punir quand même par le méchant, enfin se fait manger, dévorer, etc. L'être qui est bon s'en sort. Là, c'est un petit peu plus perfide parce que il y a. Alors, est-ce qu'on peut spoiler? Oui, on peut spoiler. Oui. Ouais, il y a que deux personnes qui s'en sortent. Ce sont les deux êtres entre guillemets purs, les deux gentils, et tous les autres, meurent, mais y compris des personnages qu'on aurait pu penser sauvables entre guillemets. Je pense notamment au love interest du héros. Ouais, Suzanne. Suzanne, qui pourrait être, qui étonnamment ne survit pas. Donc on est quand même dans un film assez noir, enfin dans un livre assez noir dans cette description-là. Donc moi je trouve que on n'est pas vraiment dans Sodome et Gomorre et que si certains habitants sont effectivement décrits avec perte et fracas, avec énormément de méchanceté ou de vice je pense notamment surtout c'est Cricket, le notaire, non, pardon, le vendeur automobile, enfin le vendeur de camping-car qui vend la maison des Marsden à un moment, c'est lui qui est vraiment méchant, etc. Je pense notamment à celui qui garde pas les égouts, mais qui garde la décharge publique, Mm. qui a des vues sur une jeune fille donc on sent le petit côté pervers, pédophile, même derrière tout ça qui est puni aussi, enfin qui est puni, mais qui au final obtient ce qu'il veut grâce au méchant. Mais bon, il meurt, il est damné à la fin. Donc moi j'aurais une vision un peu moins blanche et noire par rapport à toi sur le sujet. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je plus sois. Pour moi, c'était une ville morte, quoi qu'il arrive. C'est une ville qui allait mourir, ça c'était sûr, comme il y en a des tonnes aux États-Unis d'ailleurs. Hein. Les villes mortes, ça existe. Et puis je te relaisse la main. Ouais, c'est une ville qui allait mourir, mais je trouve vraiment que là tu décris les personnages qui sont de base, ils sont pourris quoi. Oui. Et voilà, et Stephen King, dès qu'il présente un personnage, il en fait la description et c'est une description alors bien écrite, ça on peut pas le nier, mais qui est quand même bien dégueulasse sur les perversions de ces personnages, exception faite de deux dont tu as déjà parlé et dont on reparlera sans doute plus tard. Mais déjà, avant même que le danger du vampire soit là et soit compris, on est dans une atmosphère qui est dégueulasse, qui est même suspicieuse. C'est-à-dire que je crois que la première scène, hormis le prologue, la première scène, c'est l'arrivée de l'écrivain Mears dans cette ville. Et le premier truc qui lui arrive, c'est qu'il est arrêté par les flics qui le menacent, qui le menacent à peu près, quoi. Tiens-toi tranquille, parce que moi, j'aime pas avoir de problème. C'est la première scène, quoi. Voilà la ville, voilà l'état. Et, et oui, on sait que tous ces gens-là, ce sont des complotistes. Oui.
Non, mais c'est en fait le problème, c'est que c'est le tard de toutes les petites villes américaines où tout le monde se connaît, où à chaque fois l'étranger, et ça revient assez souvent dans le roman, l'étranger est suspicieux. Ce qui est étranger, ce qui n'est pas de la ville, ce qui n'est pas d'origine de la ville. Alors même Ben voilà, ben, je ne sais pas comment on prononce, même Ben Mars, qui a pourtant habité dans la ville, hein, est suspicieux, alors que l'autre personnage qui vient d'arriver quasiment en même temps, je pense à Barlow et Strackett, les deux, le vampire et son assistant, bah, eux, ils passent crème, clairement. Ils sont moins interrogés, moins suspicieux, comme s'ils appartenaient beaucoup plus facilement à la ville, comme si l'image qu'ils renvoyaient était beaucoup plus conforme à ce que la ville cherchait. Et je pense que c'est dû à ça. Hein. C'est parce qu'ils habitent une maison morte, tu vois, à l'image de cette ville qui est morte. Ils ouvrent un commerce d'antiquités. Tout le monde s'en fout des antiquités. Donc, ils sont identifiés comme pas vivants. Ironiquement, ils sont identifiés comme pas vivants. Donc, forcément, ils ne suscitent pas de danger, de danger, de peur ou d'inquiétude de la part des habitants. Et ce que tu as dit là en premier début de ta réponse est pas mal parce que j'ai trouvé une interview de Stephen King dans un journal américain, j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais où il explique que pour lui, Salem, c'était l'histoire qu'il préfère parce que justement, ça raconte beaucoup de choses vraies à propos des petites villes. Et c'est pour ça que c'est une histoire qu'il aimait particulièrement. Ça m'a fait penser à ça, ce que tu as dit au début. Ah, je suis ravi de t'avoir fait penser à des choses. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est ce parallèle qui est fait entre le passé, le présent, le futur, parce que l'histoire est racontée de point de vue de trois chronologies différentes. Alors, je m'explique. Hein. Ben Mers, enfant, quand il découvre un cadavre dans la maison, Ben Mers du temps de l'histoire et Ben Mers dans un futur, dans l'intro et le prologue de l'histoire, qui se passe après, qui se passe bien après, où on en apprend plus. Ce qui est amusant, ce parallèle, et ce parallèle est exactement le même, quasiment, que dans ces autres romans. Je pense notamment à Carrie, où toute l'histoire est racontée a posteriori par des morceaux de journaux, par des... Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé ça très amusant qu'en début de carrière, Stephen King avait des tropes comme ça, ou avait des manies d'écriture déjà, qu'on retrouvera plus tard. Il avait sa recette, effectivement. Mais moi, j'ai trouvé cette recette beaucoup plus digeste que Carrie. Notamment dans le dispositif Carrie, on en a parlé dans le premier épisode, toujours disponible sur la nuitdudimanche.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio, en tapant King Size, Deezer, Spotify, etc., etc. Bref, Carrie, oui, il y avait des coupures de journaux et je trouvais que la lecture était non pas gênée, hein, parce que ça se lisait parfaitement bien, mais était quand même bien... j'allais dire cadré, mais c'est pas encore le bon mot. La lecture était, j'allais dire saccadée, tiens, je pense. Pour moi, la lecture de Carrie, elle est saccadée par des extraits de presse et de livres qui te font sortir du rail, tiens, comme dans un roller coaster. Alors que les flashbacks et fast-forward de Salem, ils sont doux. J'ai pas eu l'impression, moi, de sortir du livre. C'est la même histoire qui m'est racontée du début à la fin, même si on fait des allers-retours dans le temps, et ça m'a pas du tout sorti du livre. Et c'est d'autant plus fou que Salem, il a écrit avant Carrie. Donc, dans un certain sens, c'est son premier livre. Et je le trouve un peu mieux maîtrisé au niveau de l'écriture que Carrie. Je sais pas si tu es d'accord, si tu me rejoins sur ce point ou pas. Alors, moi, je ne suis pas entièrement d'accord parce que je les trouve très différents. Autant Carrie était écrit de façon épistolaire, autant Salem ne l'est pas. Donc, à mon avis, ce qui t'a bloqué, c'était cette façon d'écrire épistolaire mais alors là aussi, c'est assez amusant. Quel autre roman épistolaire est très connu et dans l'horreur? C'est Dracula. Exactement. Voilà. Et donc là où Carrie, donc en fait, on pourrait presque faire un petit parallèle en disant, en fait, le roman
de vampire, il n'a pas fait de manière épistolaire, et le roman de télékinésie, il l'a fait de manière épistolaire pour brouiller les pistes. C'est un petit salaud quand même, ce Stephen King. Un petit saligo. C'est aussi ça que je trouve génial. Pour la petite histoire, Dracula de Bram Stoker, j'ai eu aussi du mal à le lire comme dernière adresse connue, si je me souviens bien du titre. C'est vrai, j'ai du mal avec des romans épistolaires. Mais pour revenir sur Salem et l'écriture, ouais, moi je le trouve quand même plus fluide pour ma part. Et ce qui est amusant, c'est que puisqu'on parle de Dracula de l'original, c'est que il a eu l'idée, Stephen King, parce qu'il est prof de littérature, et il faisait lire Dracula à ses élèves, et ils adoraient ce livre. Et il s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passerait si on écrivait un Dracula moderne, donc dans les années 70, et qui se passerait du coup aux États-Unis. Et c'est ce qu'il a fait donc avec Salem. Et pourquoi je racontais ça? Il y avait une chute à mon histoire, mais je l'ai oubliée, elle me reviendra peut-être un peu plus tard. Excusez-moi. Alors, donc, donc c'était intéressant de faire une version de Dracula des années 70 avec le téléphone, avec la petite ville, avec sans tout l'habillage victorien. C'est peut-être ça qui était intéressant d'un point de vue de Stephen King. Ouais, et surtout de savoir ce qui se passait, quoi, parce qu'on a des personnages qui sont au courant que les vampires existent. Le petit, j'ai oublié son nom, il s'appelle Petri, Marc, je crois. Marc Petri. Marc. Tout de suite, hein, il est très dans la mythologie, etc. Je crois que c'est le premier, si je ne me trompe pas, qui dans le roman mentionne le terme ou comprend très rapidement qu'on a affaire à des vampires. Oui. D'ailleurs, alors c'est dans toute la grande tradition des enfants héros qui en savent beaucoup plus que les adultes. Qui en savent plus que les parents, qui devinent tout avant tout le monde. C'est assez... on a aussi là quelque chose qui est très kingien, parce qu'on le retrouvera plus tard, d'une part dans ça, avec d'autres enfants héros, d'une part dans Shining, avec un autre enfant héros, que on reviendra très vite sur ce roman. Carrie, ça n'est que des enfants, au final. Non, c'est très kingien comme version. En fait, il y a une chose qui est un peu intéressante aussi, c'est cette idée qu'il s'est passé, le mal a déjà eu lieu dans cette ville, et qui c'est tellement rampant que ça s'est insinué partout, et que ce serait ça qui aurait invité le vampire, voilà, le suicide. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des versions différentes du roman où, enfin, il y a des versions des adaptations qui mettent le point sur le fait que le vampire connaîtrait justement la personne qui s'est suicidée, que c'était un ami, enfin que c'est un ami. Est-ce que c'est vraiment un ami ou une connaissance ou quelque chose qui a ouvert la porte? Donc du coup, c'est forcément un ami. Le vampire a besoin qu'on l'invite, d'ailleurs. Exactement. Mais je suis d'accord sur cette version-là, moi. Hein. C'est enfin pas sur la version où ils se connaissaient, ça peu importe. Mais moi, je suis d'accord sur la version que la ville était morte, quoi. La ville était abdiquée, que le mal rampant a appelé de ses voeux sa chute. D'ailleurs, c'est amusant, enfin le hasard, mais il n'y a jamais de hasard en littérature, que le héros revienne alors que au moment où Barlow arrive, alors que le héros était celui justement qui avait découvert le cadavre dans la maison. C'est quand même assez amusant que les deux événements coïncident, que la personne qui a mis à jour le mal revient au moment où le mal arrive. Ouais, pour en finir avec lui. Pour en finir avec lui. Enfin, pour en finir s'il y arrive. S'il y arrive, bien sûr. S'il y arrive, bien sûr. Et si on passait aux adaptations de ce roman? En avant. Donc, première adaptation, alors là, on est quasiment sur le chef-d'œuvre déjà, enfin le chef-d'œuvre. Le long chef-d'œuvre, 3 heures. Nous sommes en 1979. Tobe Hooper s'empare du matériau. Alors, que dire de plus? Tobe Hooper, déjà, il est immédiatement connu par Massacre à la tronçonneuse. Et on arrive face à un produit télévisuel qui, justement, prend son temps, loin de l'énergie frénétique de Massacre à la tronçonneuse, loin de la puanteur. Enfin, quoi de la puanteur? C'est pas forcément ce qui pourrait s'en dégager, mais elle est un petit peu... Il y a un petit fumet qui est présent quand même.
Alors, est-ce que tu l'as vu? Qu'est-ce que tu as pensé de ce téléfilm? Parce que c'est enfin cette téléfilm, cette mini-série en 2 épisodes d'1 h 30. Ouais, c'est un film qui dure de mémoire quasiment 4 heures, hein, 3h30, et qui a été découpé en deux épisodes, effectivement. Bah, j'avoue que j'ai été, c'est la première adaptation de Salem que j'ai vue. À l'époque, il n'y avait que celle-ci. Je l'ai vue dans les années 90 de mémoire. Et j'avoue que j'avais été la voir pour David Soul. Je me suis dit, oulala, ça va être un bon nanar, David Soul, parce que je le connaissais que de la version française de Starsky et Hutch, qui, Ah! qui vaut son pesant de cacahuètes. Et je me suis dit, ça va être une catastrophe. Et j'ai été vraiment agréablement surpris par cette adaptation. D'abord par David Soul, parce que j'ai trouvé que comme acteur dans ce téléfilm, ben, il était correct, hein. C'était bien carré. J'ai beaucoup aimé son interprétation, et aussi parce que je pense que, alors hormis quelques petits suspens à rallonge, un petit doute sur ce qu'il arrive à Suzanne, je trouve que l'adaptation, elle est très bien faite, et notamment cette idée que la ville est déjà une ville fantôme, parce que lorsque David Soul arrive dans les premiers plans dans la ville de Jérusalem-Lot, eh ben il y a rien. C'est quasiment vide. Il faut deux trois rues avant de voir un passant. Et il me semble, si je mens pas, hein, de mémoire, mais il me semble que le que la première voiture que l'on voit, c'est celle de la voiture du flic. Ouais, bah, tu ne mens pas et c'est bien ça. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que David Soul, il est connu en France, mais parce que sa voix française, c'était celle de Jacques Balutin. Mm. Et dans Starsky et Hutch, il lui faisait dire énormément de bêtises. Effectivement. Et ça, alors pour moi, tu vois, ça a nuit à l'image de David Soul. Euh, Alors que David Soul ne le méritait pas. Après, ça a grandement amélioré Starsky et Hutch, mais ça n'a pas amélioré la carrière de David Soul en France. Yes. Voilà. Non, non, mais mais en fait, c'est une adaptation qui fait du bien parce qu'elle prend son temps, elle pose les personnages, chacun a son petit truc, chacun a son petit arc narratif, et ça fait du bien d'avoir de temps en temps une vraie adaptation avec vraiment du temps. Je suis d'accord avec toi, je te puçois, comme je dis souvent. Mais oui, moi, j'ai été agréablement surpris par cette adaptation. C'est tranquille, c'est pas un film d'horreur, hein, c'est plus un film d'ambiance, un téléfilm d'ambiance, je dirais. Les effets spéciaux, je les ai trouvés très très bien, et j'ai compris après pourquoi, en lisant le Wikipédia de cette mini-série. C'est ils ont pour les vampires, ils les ont filmés à l'envers, en fait. Oui. Et je trouve, en fait, quand j'avais regardé la mini-série, je trouvais que les vampires bougeaient ben, vraiment comme des vampires, quoi. Ils avaient une démarche un peu éthérée, on va dire, et ça donnait une impression d'angoisse. Et c'est justement pour ça, parce que ça a été filmé à l'envers, et ça marche vraiment bien. En tout cas, ça a bien marché sur moi. Oui, non, non, mais c'est vraiment bien. En plus, il y a des images, l'image de l'enfant derrière sa vitre qui toque, il y a des images qui restent en tête et ça marche. Ça marche. Et on peut parler aussi de l'artwork, non pas l'artwork, du design du vampire final de Barlow, qui est inspiré de Nosferatu de Murnau, qui est vraiment très très bien foutu. On a l'impression de voir Max Schreck effectivement présent à l'image, alors que pas du tout. Hein, l'acteur s'appelle Raph Nader. Voilà. Et non, non, on est dans le haut des adaptations et Tobe Hooper est très très loin de ce qu'il fait au cinéma et il le fait très bien. Ouais, ben je te plus sois. C'est une adaptation que personnellement je recommande vraiment. Si vous n'avez pas vu, ben, il faut la voir parce qu'elle est elle est vraiment parfaite. Bon, parfaite, je déconne, Non, non. je vais un peu loin. Je vais un peu loin avec parfaite, excusez-moi. Mais elle est vraiment bien, elle est à voir. Voilà. Donc, je pense qu'on peut essayer de. Alors, le titre en français, c'est Les Vampires de Salem, hein, qui en dit déjà beaucoup. Ce film a eu une pseudo-suite. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Alors je Pas. veux bien parce que j'ai vu ça sur Wikipédia et je n'étais pas au courant et du Alors, coup je l'ai pas vu. donc Les Enfants de Salem de Larry Cohen.
Alors, Larry Cohen, c'est un artisan qui est assez connu dans le milieu du cinéma. Il est responsable du Monstre est vivant, de God Told Me To, qui le titre français c'est Meurtre sous contrôle. Il est responsable de The Stuff, pour ceux qui très très bonne comédie d'horreur que je conseille à tout le monde de voir. Voilà, donc Larry Cohen qui arrive et qui fait venir un anthropologue dans cette ville de Jérusalem-Lot. Et on est dans une espèce de comédie parce que les vampires chargent l'anthropologue de documenter les mœurs et les coutumes de la ville. De vampires. De vampires. Sachant qu'on est nous sommes dans une comédie, les vampires sont maintenant intégrés à la société, ils ne boivent que du sang de vache parce que le sang d'humain est trop dégueulasse, on va dire ça comme ça. Ils s'autorisent de temps en temps du sang d'humain, mais pour des fêtes uniquement. Et voilà, donc on a affaire à un anthropologue qui va essayer de documenter ça, sachant que les vampires lui proposent de rester et de devenir comme eux. On est face à un produit qui est quand même assez hybride, et donc l'anthropologue est joué par Michael Moriarty, qui n'est pas le personnage le plus connu, mais le personnage le plus connu arrive quasiment à 3/4 d'heure, et arrive un chasseur de vampires, enfin un chasseur de nazis, qui va s'improviser chasseur de vampires, joué par Samuel Fuller. Samuel Fuller, le réalisateur mondialement connu. Et puis là, ça devient n'importe quoi. Ça devient vraiment une grosse comédie avec du sang, de la tripaille, etc. Donc c'est un film à voir que je conseille et qui est bon. On n'est pas face à un chef-d'œuvre, mais on est face à vraiment une série B assumée qui est assez drôle, mais percutante. Eh ben, ça donne extrêmement envie d'aller voir, en fait. Mais vraiment, Ouais. moi, ça me donne envie d'aller voir. Je trouve l'idée que les vampires s'intègrent et ne boivent que du sang de vache très actuelle, l'air de rien. Les humains sont trop pourris, ont trop dégénéré pour qu'on puisse les boire, quoi. Je trouve ça fort. Voilà, non, mais c'est assez. Ça m'a fait penser un petit peu. Au début, le film commence dans la forêt amazonienne avec le héros qui assiste à du cannibalisme et qui n'intervient pas, qui est à côté de son caméraman, le caméraman veut intervenir, mais lui, non, 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 on n'intervient pas. Et en fait, il va garder jusqu'où un anthropologue peut rester neutre, et ça va être l'un des thèmes du film. Donc c'est assez intéressant. Mais il a l'air génial, ce film. Je regrette de ne pas l'avoir vu. Je vais rattraper ça. C'est pour ça que je voulais en parler. Mais super, ça m'a convaincu. Je le mets dans ma liste. Donc c'est un film de 1987 qui est Les enfants de Salem. Les enfants de Salem. Alors, Les enfants de Salem, c'est le titre VF. Le titre VO, c'est A Return to Salem's Lot, un retour à Salem Lot, qui est peut-être un peu plus vrai, même si quand on voit le film, le fait qu'ils mettent les enfants en avant, il y a un sens. Mais je n'en dirai pas plus. D'accord, pas de spoil, je regarderai ça. Super. Pas de spoil tout de suite. Mais bon, il est temps de venir à la seconde adaptation, qui est maintenant en 2004, une adaptation de Michael Salomon, avec quand même Rob Lowe, avec un casting, avec un vrai bon casting, parce qu'on a dans l'assistant du méchant Donald Sutherland, on a en Barlow, on a Rutger Hauer, on a en prêtre James Cromwell, on a donc un truc quand même qui est assez, qui a quand même de la gueule, et puis là, ça tombe à plat. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur ce film, Chris ? Ouais, je veux bien, ça va se résumer en une phrase, je ne l'ai pas vu. Ah d'accord, ok. Alors c'est un film qui est typique des années 2000, avec des effets de montage absolument prodigieux de l'After Effects 1.0 ou du Windows Movie Maker, je ne sais pas, mais c'est assez magique. On est face le problème, c'est qu'on est face à une série une série, parce qu'on est encore face à 3 heures, donc 2 épisodes d'une heure et demie, voilà, avec un super casting, on oublie j'allais dire le loup-garou, mais non, on oublie le Dracula, de Murnau, le Nosferatu à la Murnau. On est face à un Rutger Hauer qui est séduisant, qui est beau parleur et affable, très très loin de la mini-série de Tobe Hooper.
On est face à un Rob Lowe tout de mèche, tout en mèche, qui est là pour faire le beau gosse. Et du coup, c'est vachement moins intéressant. En fait, on est face à une mini-série qui a toutes les tares des séries américaines des années 2000. Voilà. Donc, il y a des choses intéressantes, hein. Là, on voit le fait, la logeuse de Ben Mears, qui a un passé très intéressant. Elle est française dans le livre. Elle est de nouveau française et on met le point sur certains personnages secondaires qui donnent un plus à l'histoire. Mais on en perd totalement toute une certaine saveur. Par exemple, l'intro du livre et l'intro de la version de 79 se passaient au Mexique ou au Nouveau-Mexique, où il continuait de fuir ou de traquer. C'était pas clair. Là, ça se passe dans un hôpital à New York où Ben Mears raconte sur son lit d'hôpital son histoire. Voilà. Et tout ça parce que il a envoyé le père Callahan qui l'a traqué parce que le père Callahan a failli. C'était même pas un vampire. C'est très bizarre. On comprend pas toujours tout des intentions des personnages. On comprend pas pourquoi ça se passe dans un hôpital à la fin. Enfin, si, voilà, on comprend pas pourquoi a-t-il fait tout ça. Pourquoi raconte-t-il son histoire? Parce qu'il faut qu'il en raconte parce que sinon il n'y a pas de film. Mais c'est tout. Donc c'est assez. Moi, cette version-là, je la mettrais de côté. Donc c'est un ratage, quoi. C'est un ratage. Donc le titre français, c'est Salem. Le titre belge, c'est Les Vampires de Salem. Et le titre original, Salem Slot. D'accord. Bon, à la poubelle, la version de 2004. À la poubelle, la version de 2004. Mais bon, après, il ne sera pas tout seul à la poubelle, à mon avis. Parce qu'il y a eu une troisième adaptation. De 2024. Celle de 2024. Ah, celle de 2024. Bon, là, je vais te laisser en parler un petit peu. Je suis allé vers cette version-là, moi, à cause de la genèse du projet. C'est-à-dire que c'est un film qui aurait dû sortir, je crois, en 2020 ou 2022, puis il a été repoussé une première fois, puis une seconde fois, puis une troisième fois, puis tombé aux oubliettes. Et Stephen King a exhumé le projet en faisant un tweet en disant j'ai vu le film, il est vraiment super. Et je me suis dit tiens, si lui il aime cette adaptation-là, elle doit surpasser celle de 1979. Oui, c'est ça, de 79. Donc, je vais regarder ça. Et puis, elle est finalement sortie sur HBO Max, il me semble. Et oulala. Le premier problème, hein, c'est que on joue à faire peur dans la série. C'est-à-dire que la première scène, on ouvre directement la première scène avec l'antiquaire qui explique à un homme de main d'aller récupérer un grand coffre rempli de sable et que c'est très très important de l'amener dans la maison à la nuit tombée sans le faire tomber, etc. Et c'est tellement de sous-entendus. Il y a tellement de attention à ce que je dis, c'est une double lecture, clin d'œil, clin d'œil. C'est tellement joué vous allez avoir peur, tu vas voir, tu te dis, c'est une parodie, c'est pas possible, quoi. Il y a un côté extrêmement ridicule dès la première scène, et ce côté ridicule, moi, j'en suis pas sorti du tout. Oui, non, mais il n'y a pas grand-chose. Mais en plus, dès le début, on pouvait voir que ça allait être problématique parce que le film fait déjà 1h50 par rapport aux 3 heures des autres adaptations. Voilà. C'est compliqué, c'est compliqué. Après, moi, j'aime bien voir le positif dans les films. Voilà, j'aime bien. Il y a quoi de positif là-dedans? La scène finale dans le drive-in. Ah, bon. Je suis d'accord avec toi, elle est bien menée. Elle est bien menée. La mort du vampire est bien menée, mais non, mais là. Oui, pour en arriver là, c'est dur, mais mais j'aime bien sauver des petites scènes par-ci par-là. Mais la scène finale dans le drive-in est belle, est bien filmée, bien montée. Il y a une belle photographie. C'est rangé de voitures alignées face au drive-in. Moi, j'ai trouvé ça beau et ça faisait une petite image, une petite notion du cinéma, voilà, pour un film qui n'est jamais sorti en salle. C'est génial. Ouais, de plus soit l'apparition du vampire au sommet du toit avec le projecteur derrière lui, elle est saisissante, effectivement. Elle est bien. Par contre, la dernière image du drive-in, on retombe dans le ridicule, quoi. C'est-à-dire que tu as Marc Petrie, le petit garçon, donc qui s'en sort toujours avec Mears, l'écrivain, et ils se regardent, ils échangent un regard.
Puis ils regardent droit devant eux, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et puis hop, là, il démarre la voiture. C'est ridicule. Cette scène-là, elle est aussi ridicule que la première scène. C'est un surjeu, c'est appuyé et c'est mauvais, quoi. C'est mauvais, hein. Alors, est-ce qu'on fait un jeu de mots avec le nom du réalisateur ou pas? Oui, 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 oui. Gary Doberman, qui nous fait de la daube. C'était le moment de le faire, non? Oui, oui, c'était le moment, c'est parfait. Il a fait une belle daube. Je te plus ça. Ouais, 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 ouais. C'est un jeté aux oubliettes aussi, ce film, pour moi. Et moi, je suis plus méchant que toi. Moi, je sauve rien, hein. À part Non. peut-être l'image du vampire qui apparaît dans la lumière du drive-in. Voilà. Ça, je veux bien garder. Alors, Et encore, par rapport à 1979, le vampire, il est bien lisse, hein. Il est bien joli, il est bien lisse, la peau est parfaite. Tu sens bien le latex, hein. ouais, non, mais ce n'est ni fait ni à faire, donc on ne le conseille pas, ce film. Non. Surtout que là, je suis en train de me pencher sur le réalisateur en question. Alors, ça fait un peu mal, parce que c'est sa deuxième réalisation, la première étant Annabelle, la maison du mal. Donc, Super. on a affaire à que... Mais à la base, c'est un scénariste. C'est un scénariste qui a fait, par exemple, Le Monstre des Marais de 2008, qui a fait le remake de Freddy en 2010, le truc impensable. Annabelle, donc, il a été scénariste d'Annabelle, le scénariste de Annabelle 2, bon, bah, il a été le scénariste du premier Ça et du deuxième Ça, enfin, où il était plutôt co-scénariste, à mon avis. La Nonne, Annabelle, encore, Until Dawn aussi, dernièrement. Ouh, ça fait peur. Vieille horreur. Ah, ça fait peur, ça fait peur. Oui, non, mais il était quand même producteur sur Passenger d'André Ovredal. Ok, bon, une belle petite carrière, mais un Bah, très mauvais film. bah ouais, c'est... Voilà, donc Doberman a fait beaucoup de daubes dans sa carrière. Donc On l'embrasse quand même. Bah oui, oui, oui. Et s'ils nous écoutent, qu'ils nous écrivent, on est prêt pour l'interviewer. Nous, on accepte. On accepte qu'il nous parle, qu'il nous confesse ses crimes, comme à l'église. Ouais, on lui enverra un petit mail, tiens, s'il est toujours là. Voilà. Donc, bah, je pense on a fait le tour, il me semble, ou est-ce qu'on a Ouais, d'autres choses à dire? Bah, on a été assez vite, je trouve, hein. ben, l'air de rien, ouais, on a été assez vite. Ce qu'il faut retenir, c'est de voir la première version avec David Soul. Oui. Voilà. Oui, et peut-être la suite, la fausse suite. Ah oui, ça, je vais la La, regarder, oui. la fausse suite, Indubitablement. parce que la fausse suite, à part que la ville s'appelle Salem et qu'il y a une communauté de vampires, il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre qui rattache au roman, hein. Ben, parfait. Bah, c'est Moi, déjà je pas me mal. le mets dans la liste. Voilà. Est-ce qu'on se poserait pas des petites questions sur ce livre, tiens? Si on se ferait pas un petit peu comme l'instant culte? Allez, en avant. Est-ce que quel est le rapport avec dans le recueil Danse macabre? Quel est le rapport entre Salem et la nouvelle Celui qui garde le verre et la nouvelle Un dernier pour la route? Alors, en dernier pour la route, ça se passe après les événements Ouais, décrits dans le livre Salem. ouais. Et celui qui garde le verre, ça se passe avant. C'est voilà. Tu as la bonne réponse. Moi, j'en ai une pour toi. Quel personnage revient dans La Tour Sombre? Ah bah le père Callahan. Exactement, ouais. Dès, Ouais. dès le troisième ou quatrième tome, il me semble, de mémoire. Euh, Moi j'aurais dit cinquième. Cinquième, alors peut-être. Je pas. De mémoire, hein. Mais de toute manière, nous y reviendrons à la Tour Sombre. Nous y reviendrons. Et à son adaptation, géniale. J'ai j'ai hâte, j'ai hâte. Ouais. J'espère qu'on fera suffisamment durer pour qu'on atteigne au moins la nouvelle version qui est censée sortir en série. Si Ouais. toutefois elle se fait, parce qu'à chaque fois elle est repoussée. Mais j'ai hâte, ouais. C'est vraiment une série qui me hype, mais bon, on va voir ce que ça donne, hein. Oui, Est-ce oui. que tu as une autre question? Non, parce qu'après j'ai une question qui est un petit peu dure. Donc, Oh, vas-y, vas-y. le personnage de Claude Corliss qui apparaît dans le roman, il apparaît dans un autre roman de Stephen King. Oui, je le sais, attends. Ah, d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un roman? Là, il y a des gens qui doutent. Je l'ai su, hein, et ça me revient pas, je suis désolé. Vas-y, lance. Nous donne un Ah, indice. indice calendrier.
Elle donne la réponse. L'année du loup-garou. L'année du loup-garou. Alors non, je pensais pas à lui, tu vois. L'année du loup-garou, donc 12 chapitres comme les 12 mois. Voilà, donc ça a été fait comme un calendrier. Donc c'est un roman qui est court et qui est effectivement qui est paru en 83. Merci mes notes. Et voilà, qui apparaît. Salem datant de 75. Donc on voyait déjà qu'il commençait à faire son Stephen King Universe. Alors, ça c'est beau ça quand même. Ah oui. Bon, je pense qu'il est temps de conclure. Est-ce qu'il y a un passage dans le roman que tu veux citer, que tu veux... Est-ce qu'il y a un passage que tu veux citer? Qui t'a marqué? Parce que là, on a fait l'adaptation, là, on a fait le truc. Donc, est-ce qu'il y a un passage dans le roman qui t'a marqué? Il faudrait pas revenir sur une note positive après les deux derniers films, là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a deux moments, moi, qui m'ont marqué. Le premier moment, alors j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la première scène avec le flic qui arrête l'écrivain qui revient dans sa ville natale. Mais sinon, moi, le moment aussi qui m'a marqué, dans le livre, c'est Le vampire à la fenêtre de Marc Petrie, qui m'a et je trouve que dans l'adaptation de 79, elle est très bien faite aussi, cette scène avec cette fumée qui apparaît et disparaît de manière fantomatique, et elle appuie encore plus l'imaginaire que j'ai eu en lisant le livre. Toi, c'est quoi la scène qui t'a marqué ou les scènes qui t'ont vraiment marqué? Alors moi, je vais revenir au roman. La scène qui m'a vraiment marqué et qui m'a marqué la première fois que je l'ai lu quand j'avais 12-13 ans, c'était la scène Houdini, quand Marc Petrie trouve le moyen de s'échapper de ses cordes quand il est enfermé dans la maison de Marston. Oui, très bonne scène, bravo, oui. Il y a un moment où il explique qu'il faut contracter les muscles. Donc, je n'ai toujours pas eu l'occasion de m'en servir de cette méthode. J'attends que quelqu'un m'agresse et me leste de chaîne pour pouvoir essayer. Mais j'avoue que j'ai appris des trucs grâce à ça. Eh bien, tu nous diras quand ça arrive. Voilà. Je dirais surtout si ça a marché. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Mais je pense que nous arrivons à la fin de notre émission. Je pense aussi, c'était cool. Merci à vous, merci à tous les auditeurs. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, vos meilleurs commentaires sur toutes les plateformes possibles et imaginables. N'hésitez pas aussi sur l'Instagram La Nuit du Dimanche, sur l'Instagram Radioverse Off Multiverse. Tu m'arrêtes, Chris, si je me plante. N'hésitez pas à liker les autres émissions, l'Instant Culte, Cinépopée, Derrière la caméra. J'en oublie tellement, mais il y a énormément d'émissions qui sont sympathiques, faites par des animateurs sympathiques, sauf une qu'on ne citera pas parce que si jamais vous l'aimez, on ne veut pas perdre d'auditeurs. Voilà. Puis passer une bonne soirée en notre compagnie. Quel est le programme après? Ça c'est une colle. Le programme pour juillet, on peut dire qu'il y a les Déculte-moi ça les dimanches 12 et 26 juillet, que depuis le 5 juillet à 18h30, on peut entendre Mathieu dans une chronique qui s'appelle Kill the Cult, qui reprend tes chroniques et qui sont écoutables tout de suite sur ta chaîne YouTube, Kill the Cult aussi. Ah, c'est gentil. C'est gentil de faire ma promo. Ah là là. Non, ça me gêne. Surtout qu'il y a un épisode qui est spécialisé sur les enfants de Salem. Ah là là. Ça me gêne. Non, voilà. Putain, je ne sais plus quoi dire maintenant. Merde. Bien, les liens seront dans la description de l'épisode et sur la nuitdudimanche.fr. Cliquez dessus. Ouais, cliquez dessus. De toute manière, il y a beaucoup d'émissions. N'hésitez pas à nous faire des petits commentaires. On est toujours ravis de vous entendre, surtout si c'est des commentaires positifs. Vous pouvez aussi nous laisser des messages téléphoniques au 07 61 03 42 94. Si votre avis diffère du nôtre sur une adaptation de Salem ou carrément sur le roman, parlez-nous-en et laissez-nous votre numéro de téléphone pour qu'on en parle et qu'on en discute sur la web radio. Oui, pour qu'on en discute et puis vous me donnez votre adresse pour qu'on vite vous casse la... Non, pardon. Non.
Non, 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 mais après, ça pourrait être pas mal, une petite pastille des gens qui sont pas d'accord avec nous. Oui, D'accord oui. ou pas d'accord, voilà, ça pourrait être intéressant à réfléchir. Voilà, on vous aime, on vous embrasse, lisez bien, Stephen King, c'est le roi, et on se dit au mois prochain.